le coq va chanter pour dire arrêtez la parole. Ce récipiendaire, vous avez la parole. D'exprimer ma reconnaissance à quelques personnalités. Particulièrement, je voudrais dire merci à M. Chibango et à M. Solochi à qui j'ai dédié le travail, qui n'ont cessé de me pousser et de me soutenir pour que j'aille plus loin. Je remercie aussi M. Bernard, l'évêque de mon diocèse, ainsi que tous les prêtres de mon diocèse et tous les chrétiens qui ne cessent de nous pousser aussi à aller plus loin. Je voudrais aussi remercier les professeurs de notre département et tous ceux avec qui nous avons dû échanger personnellement autour de ce travail pour essayer de l'amener à l'état où il se trouve. Et là, je pense particulièrement au professeur Maëlle Hilo et le professeur Emmanuel Banoissizé qui ont accepté de m'accompagner dans cette démarche de réflexion et surtout pour avoir perçu la pertinence de cette pensée de Whitehead dans notre alma mater. Je remercie aussi ma famille qui ne cesse jour et nuit d'être avec moi dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, ainsi que tous les amis. Je vous remercie vous tous qui êtes là. Aujourd'hui, c'est un jour que j'attendais pour faire rapport de ce que j'ai dû faire comme recherche. J'ai travaillé sur enjeux et portée épistémologique de l'entité actuelle selon Alfred Knopf Whitehead. Le point de départ de notre pensée était la conviction que chaque période fonctionne avec un paradigme, avec une méthodologie et une orientation ainsi que des applications éthiques. Et j'ai constaté qu'à un moment donné dans le cours de l'histoire, la pensée, la science a évolué avec le paradigme substantialiste, qui est un paradigme de la simplicité, qui est un paradigme de l'exclusion, qui est un paradigme de la mutilation. Et c'est ainsi que Whitehead, ayant perçu cela en son temps, il a décidé de pouvoir proposer une autre manière de penser, qui est cette pensée, cette épistémologie processuelle. Et c'est comme ça qu'on quittera l'ordre roi pour aller vers la process philosophie. Et nous pensons qu'en abordant cette question, nous pouvons aider notre département, notre université et les autres chercheurs à aller de l'avant. En prenant ce sujet, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver une méthode. Nous avons utilisé la méthode herméneutico-critique à la manière de Eric David Hirsch, qui est cette méthode qui consiste dans l'exhumation de l'intention de l'auteur, à partir du sens verbal et en passant par la communauté des sens. Et pour délimiter notre sujet, parce que cet auteur est abordé dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, nous nous sommes dit d'expliquer que Whitehead a trois instances, trois moments dans sa philosophie. La première phase, c'est la phase de Cambridge, où Whitehead explique, il aborde les questions logico-mathématiques. Et ça, c'est la première phase, où il y a le principe en mathématiques qui est développé, ainsi que les autres documents qu'il a publiés. La deuxième phase, c'est la phase du Whitehead de Londres. C'est le Whitehead 2. Le Whitehead de Londres, c'est celui-là qui est consacré à la philosophie de la nature. C'est celui-là qui aborde la question de la cosmologie. Et c'est cela qu'on trouve particulièrement développé le concept de nature, comme on dit le concept of nature. Et là, c'est une période aussi où il a produit beaucoup de livres qui vont être suffisamment développés dans Process and Reality. Et la troisième phase, c'est la phase de Whitehead 3. Il est fondamentalement la phase de la métaphysique et c'est la phase de l'épistémologie. C'est là que nous avons une publication comme La science et le monde moderne, qui rassemble les conférences faites à l'Institut de l'OL et en 1925. C'est dans cette phase qu'on a aussi le livre important de Whitehead, Aventure d'idées. Aventure d'idées. Et cette période va de 1924 à 1947. Nous nous limiterons particulièrement dans ce travail de DEA à Whitehead 3. Nous sommes dans des questions aux enjeux épistémologiques, aux enjeux scientifiques.
Mais pour asseoir notre conviction qu'aujourd'hui il faut le paradigme processuel, nous avons dû créer 4 chapitres. Nous voulons vous livrer succinctement les grandes idées de ces 4 chapitres. Le premier chapitre, il s'est articulé autour de la question de la substance comme arché et gestionnaire de la pensée occidentale. Voulant bien comprendre le concept de substance, nous nous sommes mis à l'écoute, à la lecture de certains auteurs comme Aristote, comme René Descartes, comme Leibniz et bien d'autres pour vouloir montrer qu'il existait dans la philosophie du paradigme substantialiste une naissance d'un discours qu'on appelle le monologisme. C'est ou bien c'est le séparatisme, c'est le discours de la séparation. Et donc le réel était perçu dans la division, le réel était perçu dans ce qu'on appelle par Edgar Morin une part à une phase physique et une phase mentale. Nous avons pris aussi la notion de la causalité. La causalité, qui est une notion qui a posé des problèmes à l'époque. Il a essayé de montrer comment on a se distingué avec Aristote. Il a essayé de créer une espèce de relationnalité entre les deux. Nous avions aussi le concept science et philosophie. Il a montré comment la science et la philosophie, on les a opposés, de telle sorte qu'on a dit la philosophie n'était pas de la science n'était pas de la philosophie. Mais aussi, Whitehead a développé le concept d'espace et temps absolu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où on a séparé les deux, mais Whitehead proposera dans ce cadre qu'on ne parlera pas de l'espace et du temps, on parlera du spatio-temporel. Donc il n'y a pas un espace qui n'est pas dans le temps, il n'y a pas un être qui ne soit pas dans le temps, il n'y a pas un être qui ne soit pas géré dans l'espace et dans le temps. Et là, nous avons aussi abordé la question de la théorie des additions psychiques. Ce que nous voyons, ce que nous percevons, nous disons nous percevons la lumière, mais nous ne savons pas voir comment cette lumière est aussi arrivée à nous et que c'est psychologique, il y a des choses qui sont liées à notre état psychologique, il faut les gérer. Et comme pour atterrir, Whitehead, il découvre qu'il ne faut pas parler de notion de substance parce que le paradigme substantialiste amène la dissécation, le paradigme substantialiste amène la séparation, la division. Alors il va proposer une théorie, c'est la théorie de l'entité actuelle qui fait le 4e chapitre. Et la théorie de l'entité actuelle, nous avons essayé de l'approcher du point de vue d'abord étymologique, et puis du point de vue historique, et nous sommes allés aussi du point de vue épistémologique. Vous disiez Whitehead, vous trouvez beaucoup de concepts, le concept de relationnalité qui l'intéresse beaucoup. Mais c'est aussi, en fait, finalement, un événement, ça apparaît et ça disparaît. En fait, c'est le rapprochement entre ce que nous appelons aussi aujourd'hui le quanta avec l'entité actuelle. C'est quelque chose qui apparaît, mais nous ne voyons que la trace. Nous ne savons pas dire que c'est bloqué à tel niveau. Au fait, et en définitive, la philosophie de l'organisme est totalement une inversion des philosophies de la substance. Whitehead refuse qu'on utilise le concept de substance. Il dit le concept qui convient, c'est l'entité actuelle. Mais si nous avons l'entité actuelle, cela peut nous permettre de comprendre comment on peut expliquer aussi ce dynamisme. C'est comme ça que nous avons développé un point qui s'appelle l'herméneutique du procès. Cette herméneutique du procès nous permet de comprendre que le process n'a pas commencé uniquement avec Whitehead. Il existe déjà beaucoup d'auteurs, comme Héraclite, qui avait déjà parlé de Pantaré, tout coule, tout passe. Moyennant le correctif que l'on sait, que chez Héraclite, le changement est dans l'être. Tandis que chez Whitehead, le réel n'a ni intérieur ni extérieur. Et nous aurons par exemple aussi le moment de Platon qui est le moment de deux mondes. Comme vous savez, par l'ascension dialectique, on sort d'une situation, on change. Nous sommes tendus vers la libération. C'est aussi un moment où on a découvert aussi
le procès. Nous avons aussi Aristote avec l'antéléchie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons l'Église avec le moment de la monade, où la monade est l'instance où c'est la particule minimale. Et puis, nous avons aussi Hegel. Hegel, c'est le procès en transit. C'est l'esprit qui va s'incarner dans la nature, c'est l'esprit qui va s'incarner dans le monde. Et Whitehead, c'est le moment des entités. Ces auteurs nous sont venus à la rescousse. Pourquoi? C'est pour que nous puissions comprendre quelques principes généraux qui font fonctionner l'entité actuelle et qui mériteraient d'être signalés. Il y a d'abord le principe ontologique. Whitehead dit il n'y a rien au monde, il n'y a rien dans l'univers qui ne soit fait d'entité actuelle. Là où il n'y a pas d'entité actuelle, il n'y a rien. En dehors de l'entité actuelle, il n'y a rien. Deuxième principe, il y a le principe de relativité qui nous fera comprendre qu'il appartient à un être d'être un potentiel pour devenir. Ce que vous êtes là, vous allez devenir, vous allez changer, vous allez être transformé. Il y a le principe du procès qui dit que tout est mouvement, tout est devenir. C'est la nature fondamentale de l'entité actuelle. Nous devenons. Et il y a le principe du subjectivisme réformé qui soutiendra quant à lui qu'à part les espérants du sujet, il n'y a rien. C'est le sujet qui arrive à connaître, c'est le sujet qui fait l'expérience. Et finalement, il y a chez Whitehead la théorie selon laquelle il y a pluralité d'entités actuelles, mais qui sont toutes ces entités-là d'un même genre. Et ce chapitre-là nous a permis de voir un peu comment on avançait dans cette pensée-là. Il s'agit d'une réversion conceptuelle par rapport à la pensée substantialiste. De ce qui précède, nous devons dire que une question peut surgir. Qu'est-ce qui soutient finalement? Quel est le socle de l'entité actuelle? C'est une question qui peut être posée. C'est une question qui peut être examinée en profondeur et on peut dire ce qu'on peut dire. Et nous voulons dire aussi que finalement l'entité actuelle est portée par quoi? Et nous sommes aussi conscients qu'il y a eu des auteurs qui sont venus qui discutent avec la pensée de Whitehead. Nous pouvons prendre par exemple un auteur comme Hegel, pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Hegel dit l'esprit est là, l'esprit est universel, il se particularise. Whitehead dit ce qui est premier, c'est l'expérience. Vous comprenez pourquoi il y a eu un livre de Didier Delbez qui s'appelle L'empirisme spéculatif, qui est pratiquement en fait le contraire dans le titre de Gaston Bachelard, le rationalisme appliqué. Ici, il y a paiement de l'expérience, c'est lui, et il insiste, et il trouve que c'est la pensée de Hegel, elle peut être mise en difficulté. C'est vrai que nous sommes conscients, après avoir fait ce travail, que nous pouvions utiliser beaucoup d'auteurs, d'autres auteurs. Bon, certains ont peut-être été négligés, omis ou ignorés autour de cette thématique. Mais cela n'obéit qu'à une méthode. Dans un travail comme celui-ci, je ne pouvais pas tout dire. Mais ce dont je suis sûr, que ce que je dis ici, ce que j'ai soutenu, c'est une pensée qui a besoin d'amélioration, c'est une pensée qui a besoin d'un débat, c'est une pensée qui a besoin d'une amélioration. Voilà pourquoi je dis que ce que nous avons dit ici n'est pas fixé. Il est défixé. Il peut être falsifiable. Voilà pourquoi nous ouvrons les horizons à vous qui êtes là, de m'aider à améliorer ce travail. Je dis et je vous remercie. Voilà. À présent, nous devons donner la parole à votre directeur. Le constat est le suivant. Vers la fin, en comparant la pensée du procès chez Whitehead avec les autres qui, avant lui, ont évoqué ce type de pensée, de mouvement, de changement, des choses multiples à la fois, vous avez évoqué les anciens
Vous avez évoqué le moderne, mais je suis étonné, très étonné, de voir que parmi les modernes, ceux qui ont tenu un discours, qui ont élaboré une philosophie très proche de M. Whitehead, et qui de plus, cet auteur-là est contemporain à Whitehead, la différence d'âge étant simplement de 4 années. Je vais comparer les dates de naissance et les dates de décès, et qui tient un discours qui n'est pas nécessairement un discours fondé sur le même terme que Whitehead, mais sur ses propres termes. Mais quand vous le comparez, vous avez l'impression qu'ils disent chacun la même chose, mais en deux langages différents. Dans la liste des auteurs que vous avez évoqués et qui ont eu un discours comparable, parce qu'ici, vous comparez ce qui est comparable. Or, celui-là est bien sûr comparable, selon moi, à Whitehead. Et la question est toujours la même. Pourquoi ce silence? Bon, s'il en est ainsi, vous avez la parole. Si les circonstances et le temps nous avaient permis, nous aurions pu présenter d'autres penseurs avant Alfred Whitehead. Ce serait par exemple Charles Sanders Peirce, William James, Henry Bergson, John Dewey, etc. etc. Je pense que nous pensons que notre travail n'avait pas l'intention d'être le fondement de l'ontologie du procès. Si nous avions fait le travail sur le fondement de l'ontologie du procès, nous aurions pu mettre beaucoup d'auteurs. Il n'y a pas que Henry Bergson. J'ai même par exemple aujourd'hui, il y a Sheldon, nous avons aujourd'hui Sheldon qui est, c'est un défaut, Sheldon qui est aussi un contemporain qui est aujourd'hui qui écrit encore sur ça. Il y a beaucoup d'auteurs. Mais nous nous sommes dit, on va publier, c'est la partie incitative. Le travail n'est pas encore fini. Prenez, professeur, votre patience. Vous verrez que des choses vont sortir dans les prochains jours. Et là, vous saurez que nous allons faire l'étude comparative avec Merleau-Ponty, avec Henry Bergson, avec les autres. C'est la partie incitative. Je ne veux pas livrer toutes les cartouches, professeur. Certaines choses, je les garde pour l'avenir. Donc, je comprends. Vous êtes un professeur, vous avez travaillé sur Henry Bergson. Il vous a fasciné. Et je comprends que nous comprenons que vous ne pouvez pas vous laisser insensible à son absence. Ce que vous aurez à faire, et ça c'est une observation que je vous fais, ce que vous aurez à faire à l'avenir, dans le cadre de votre recherche, c'est de bien montrer que cette partie est soit une partie intégrante de la thèse, soit une simple introduction à la thèse. Mais moi je pense qu'étant donné la qualité de ce travail, il peut être une partie intégrante de la thèse prochaine. Voilà l'observation que je fais. Au co-directeur, le professeur Manuel, attendez un peu que je chronomètre. Vous avez la parole. Sur le plan du fond, le mémoire d'études approfondies de M. Jean-Hilaire Ilunga Moulemba est bien argumenté. Les traitements épistémologiques et méthodologiques de l'objet est convaincant, soutenu par des références tirées de la lecture lumineuse de l'œuvre de Whitehead et des travaux sur celui-ci. Les références en bas de page et la longue liste des ouvrages et articles consultés, réellement consultés, pas des ouvrages inventés comme certains le font de plus en plus dans ces départements. Les références en bas de page et la longue liste des ouvrages et articles consultés, répertoriés dans la bibliographie, viennent confirmer la qualité philosophique du mémoire de Jean-Hilaire Ilunga Moulemba. Il reste que certaines questions abordées peuvent être prolongées dans une étude doctorale qui couronnerait l'excellente recherche amorcée dans ce mémoire d'études approfondies en philosophie. Il serait intéressant de mon point de vue que les récipiendaires poursuivent ces recherches sur ces penseurs, en dépit encore une fois de l'adversité de la médisance. Après tout,
tout ce qui est arrivé de grand dans le monde n'est arrivé que malgré. En somme, et pour avoir accompagné le récipiendaire Jean-Hilaire Ilunga Mulemba dans sa recherche et dans la production de son mémoire, dont il a présenté par ailleurs les résultats au séminaire, parce qu'il faut les rappeler ici, au séminaire de philosophie à des reprises, pour pouvoir recueillir les observations critiques et suggestions des professeurs, je peux affirmer qu'il s'agit d'un excellent mémoire dans les domaines de l'épistémologie, et j'insiste, dans les domaines de l'épistémologie et pas de la métaphysique, contemporaine promis par l'un des grands penseurs de notre temps, Alfred Noraf Whitehead. 3 questions, parce qu'on me dit qu'il ne faut pas en poser trop, je vais en poser finalement. Quel rapport pouvez-vous établir entre la philosophie de l'organisme de Whitehead et celle de l'organisation de Diarma? Alors je persiste à penser, à affirmer ici, et je voudrais le dire haut et fort, pour qu'on n'aille pas dit que je ne l'avais jamais dit. Je persiste donc à penser, à affirmer que la pensée métaphysique de Whitehead conduit inexorablement à l'athéisme, sinon à l'agnosticisme, qui est une forme atténuée de l'athéisme, dans la mesure où cette pensée affirme la thèse de l'auto-organisation de l'univers ou de la nature. Que pensez-vous de mon affirmation? Que pensez-vous de mon affirmation? Et la dernière question, aux pages 131 et 132 de votre mémoire, vous dressez un tableau comparatif entre les prédicaments d'Aristote, les 10 prédicaments d'Aristote, et les catégories de la métaphysique du procès, disons de la philosophie du process de Whitehead. Mais en lisant sérieusement cette comparaison-là, on peine à trouver vraiment la différence majeure entre les prédicaments d'Aristote et les 10 catégories de la philosophie du process de Whitehead. C'est presque la même chose. Sauf que Whitehead les dit de manière triviale, de manière descriptive, alors qu'Aristote les dit de manière logique. Quelle est la différence selon vous? Ce que Whitehead appelle la bifurcation de la nature, c'est ça que le principe de simplicité chez Edgar Morin, le principe de la mutilation, de la séparation. Donc les deux auteurs sont d'accord, sont en train de combattre tous le principe de la séparation. Et la deuxième chose, les deux promeuvent la reliance. La reliance est un concept de Edgar Morin, qu'Edgar Morin exploite beaucoup dans ses écrits, mais tandis que Whitehead lui parle de la relationnalité. Vous avez compris quand je disais ici, quand nous disions ici que science, philosophie, ils essaient d'articuler, c'est pour lutter contre ce qu'il appelle, Edgar Morin appelle le diabolos, le séparateur. Il faut relier, les deux sont reliés par ça. L'autre chose, c'est que les deux participent à l'organisation organiciste de la pensée. Tous croient qu'à cause du principe dialogique, par exemple, chez Edgar Morin, qui est le principe de fonctionner avec son contraire, ce principe existe aussi chez Whitehead en disant que les deux peuvent continuer. Donc nous pourrions dire ceci, en résumé, nous pouvons dire que Whitehead a jeté les semences qui ont aidé Edgar Morin à monter, à structurer sa pensée. Bon, à propos de l'athéisme, il y a 3 concepts pour distinguer Whitehead et les autres penseurs. Il y a le théisme. Le théisme, c'est Dieu qui est une substance qui gère l'univers. Il y a ce qu'on appelle le panthéisme. C'est Dieu qui est en tout. Whitehead propose ce qu'on appelle le panenthéisme. Ça veut dire que Dieu est aussi une entité actuelle et qu'en tant qu'entité actuelle, Dieu est en train de se mouvoir. À cause de la nature, il a 2 caractéristiques comme entité actuelle, la nature primordiale et la nature conséquente. C'est surtout à cause de la nature conséquente que Dieu s'émeut, que Dieu se présente là. Alors les gens disent, est-ce que c'est un athéisme? Au début, on n'a pas voulu enseigner Whitehead dans les universités chrétiennes à cause du fait qu'il avait mis Dieu dans la même catégorie que toutes les entités actuelles. Ça gênait les chrétiens qui donnaient la supériorité à Dieu. Est-ce un athéisme? Bon, pour les chrétiens radicaux, ils diront oui, c'est de l'athéisme. Parce qu'on a réduit Dieu au niveau des choses. Mais pour les non-chrétiens, ceux qui considèrent que c'est le principe absolu, ils peuvent dire, voilà une vie qui fonctionne avec un être que les autres appellent absolu. Dieu devient un être parmi les autres êtres. Voilà. Nous pensons que comme chrétiens, comme prêtres, nous disons que
cette théorie du panenthéisme dérange la foi chrétienne. Et si ça dérange pour nous, ça devient quelque chose que nous appelons de l'athéisme. Parce que Dieu devient un élément de la nature. Je donne la parole au professeur Banza qui a remplacé le professeur du Congo-Brazza. L'entité actuelle dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas un autre nom de l'antéréchie d'Aristote ou de la dialectique de Hegel? Antéréchie, acte et puissance. Est-ce que l'entité actuelle n'est pas un autre nom? Tout simplement, je veux dire, nous voulons dire que dans notre exposé, nous avions pu faire voir que ce qu'Aristote proposait dans l'antéréchie, à travers la théorie de l'antéréchie, s'applique au niveau de l'entité actuelle, surtout sur la question de le passage de l'acte à la puissance à l'acte. Voilà la jonction qu'il y a entre les deux. Et c'est pour ça que nous avions pris quelques auteurs pour montrer que Whitehead n'est pas le premier à avoir perçu cela. Parce que pour Whitehead, il n'y a pas d'entité actuelle qui ne soit devenir. L'entité actuelle est fondamentalement devenir. L'entité actuelle est mouvement. Et je dis même que ça se rapprochait un peu de ce moteur qui a fonctionné, qui a mis tout en mouvement. Alors, je ne veux pas répéter ce qu'on a déjà dit, je voudrais gagner le temps. En fait, sincèrement, sur le plan de la forme, ce travail il est impeccable. On est à l'aise à le lire, ça rend la lecture tout à fait facile. Deuxièmement, c'est un travail qui a un fond très riche, mais je voudrais juste poser 3 questions. La première question, nous allons à la page 8. Vous dites ceci: de ce qui précède, nous chercherons à démontrer l'impertinence du paradigme de la substance et à promouvoir une pensée processuelle. N'est-ce pas? Alors je me pose la question, êtes-vous le premier à aborder cet aspect-là? Sinon, en quoi ce travail est original? La question du mouvement de l'originalité du travail que nous avons présenté, nous devons dire ouvertement, nous promouvons cette pensée processuelle et nous croyons que dans notre département, nous voulons nous faire, c'est un désir, c'est une ambition. Nous voulons nous faire le défenseur de ce courant de pensée. Vous dites, est-ce que vous êtes le premier au département? Je puis dire, avec beaucoup d'humilité, nous pouvons dire avec beaucoup d'humilité, que dans notre département, c'est pour la première fois au niveau de DEA qu'il y a ce travail. Donc nous pensons, avec toute l'humilité, avec toute la réserve voulue, nous sommes le premier. Il est donc digne d'être encouragé au plus haut point, de façon à lui donner l'occasion ultime d'aller en doctorat en vue de rédiger sa thèse, bien évidemment en philosophie. Au final, j'accorde un avis très favorable. Professeur tutélaire Augustin Sonsissa, Université Marie Ngouabi de Brazzaville, professeur habilité à diriger les recherches. Cela fait aussi la joie de notre département de voir que un travail produit ici, envoyé ailleurs, a une évaluation positive. S'il fallait tout lire, on pouvait bien le faire, mais le temps nous faisant défaut, j'ai voulu que la conclusion seule soit lue. À présent, je m'accorde 15 minutes. À propos de la problématique, votre problématique pose problème au lecteur alors qu'elle est là. Combien de questions contient votre rubrique problématique? Montrer l'impertinence du paradigme de la substance et à promouvoir une pensée processuelle qui se veut une exigence actuelle de tout homme sous ses divers aspects. Le récipiendaire a respecté les minutes, nous en avons laissé 10. Pour la rubrique, je m'excuse, hein, il m'arrive de bégayer, pour la rubrique respect des temps, qu'on donne les codes qu'il faut.
président, secrétaire et membres du jury chargé par le recteur de l'Université de Lubumbashi de procéder à l'examen du mémoire de diplôme d'études approfondies présenté par M. Ilunga Mulemba Jean-Hilaire pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en philosophie. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Messieurs Ilunga Mulemba Jean-Hilaire a réussi avec la mention grande distinction. Et Pierre Lubumbashi, le 21 août 2021. Président Pala, secrétaire Numbaïza et les membres qui sont là, Banza Kassanda, professeur Emma et professeur Maël. Merci et bonne chance. Collation des grades académiques. Nous, professeur Jean-Marie Ducan Kazadi, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, vu le procès du jury chargé par les grades des diplômés d'études approfondies en philosophie, en foi de quoi nous déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés à ce grade. Fait à Lubumbashi le 21 août 2021, les doyens de la faculté, Jean-Marie Ducan Kazadi, professeur. Merci pour tout. Merci. Félicitations au jury. Bon, nous allons mettre ici une photo souvenir. Oh, le coronavirus. Ils sont de la même famille, maman était là. Listen, them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you say now you him choose in 1 month, in 1 week. You will sing a new song in 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 See what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that. I've seen that. God is greater than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Who can change His mind alone? Too many years, too many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. Yeah. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me, and I have come back with a new song to sing. My God is
tribulation. Congratulations. No more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse.